Ai-je peur de toi? Ou de ce que j'imagine de toi? Est-ce que tu continues à me suivre? Étais-tu une simple peur enfantine que j'ai réussi à semer? Ou es-tu encore derrière moi? Enfant, j'avais une peur. Quelque chose qui me collait à la peau, qui voulait m'entraîner avec elle pour ne jamais me laisser partir. Une force que je sentais omniprésente dans ma vie et dans celle des autres. Cette peur, était-elle le fruit de mon imagination ? Grâce à lui, j'ai réussi à la faire reculer. Mais pour combien de temps ? En octobre 1994, 3 étudiants en cinéma disparaissent dans la forêt de Black Hill, du Maryland, en effectuant un reportage sur la sorcellerie. Tout leur périple fut filmé et retranscrit par l'organisatrice de l'expédition, Heather Donahue, disparue avec ses 2 camarades, Joshua Leonard et Michael William. Un an plus tard, leur caméra fut retrouvée et son contenu terrifiant découvert. Un film réunissant et classant les enregistrements fut réalisé en 1999 sous le nom de Projet Blair Witch et fut le seul témoignage d'un drame mystérieux déroulé dans l'ombre. À ce jour, les 3 étudiants sont toujours portés disparus. Ces images, troublantes et inexpliquées, terrorisèrent des millions de spectateurs qui ne voulaient pas y croire, mais qui furent contraints d'accepter la réalité brute de ce qui leur était montré. Les 3 étudiants avaient été pourchassés, traqués et emportés durant ces 7 jours interminables durant lesquels même le temps ne semblait plus avoir de valeur. Avant la sortie du film, confirmant leur disparition, des avis de recherche furent diffusés. En vain, ceux qui se trouvaient dans la forêt les avaient emportés, ne laissant d'eux qu'une caméra. Le groupe malheureux, ayant été pris pour un intérêt soudain pour la forêt de Black Hills, a la merveilleuse idée d'aller recueillir des témoignages dans le village voisin. Des témoignages, tous de plus en plus rassurants. Meurtres, assassinats et sorcellerie, la région semble être sous l'emprise du côté obscur. Ces rumeurs appuient l'authenticité des images et leur côté incompréhensible. 1000 choses peuvent être arrivées à ces étudiants. La forêt glaçante de Black Hills les a avalés, eux et le secret qui entoure leur disparition, que de nombreuses personnes ont essayé, en vain, d'expliquer. Nous n'avons pas pour projet de trouver cette explication, mais simplement de vous relater les faits les plus troublants et surnaturels de ces enregistrements. Si le rationnel flirtant avec l'inexpliqué vous effraie, les images qui vont suivre vont encore un peu plus vous démontrer la fragilité du connu et l'infondé de ce que l'homme moderne appelle la réalité.
Les légendes autour de la forêt de Black Hills ne datent pas d'hier. En effet, au XVIIIe siècle, les autochtones redoutaient déjà ce qui pouvait se trouver dans ce lieu si mystérieux. Ainsi, peu à peu, la forêt a eu une réputation sombre et sinistre, devenant un être maudit, pesant, observant tout ce qui s'en approche avec plus ou moins de bonnes intentions. Mais ce qui marqua définitivement le lieu de cette empreinte macabre fut le meurtre de Kelly Edward par les habitants du village en 1769. Les enfants du village dénoncèrent la jeune femme, avançant qu'elle avait essayé de les attirer chez elle dans le but de les vider de leur sang. La jeune femme adorable fut abandonnée par les autres habitants du village, tout aussi adorables. Seule, dans les bois, en hiver, accrochée à une charrette. Ouais, ils l'ont butée quoi. Après ces événements festifs, de nombreuses étranges apparitions sont décrites, accompagnées de plusieurs disparitions inexpliquées d'enfants. Dans la forêt, une étrange femme, parfois en lévitation au-dessus du sol, couverte de la tête aux pieds, fait selon certains témoignages, de nombreuses apparitions. Ayant entendu parler de ces belles rumeurs dignes du plus beau des Club Med, nos trois protagonistes décident d'aller faire une petite balade dans cette belle forêt avec une caméra à la main. Le calme et la prospérité règnent donc dans ces premières images, pleines de joie et de bonne humeur. Le contenu de ces enregistrements est assez facile à résumer. Dans un premier temps, la jeune équipe, plutôt introduite, part à la recherche de témoignages pour avoir le plus d'informations possible avant de traquer ce qui se trouverait dans ces bois. En vrai, t'imagines des mecs qui iraient dans la forêt et qui se filmeraient? Ce serait ridicule, non? Ouais. Parmi toutes les histoires lugubres qui planent autour du lieu, une est particulièrement troublante. Un jeune ermite aurait assassiné 7 enfants après les avoir attirés dans sa maison, les mettant de dos avant de les tuer pour ne pas croiser leurs regards. Cet homme adorable justifia ensuite ses actes en jurant qu'une jeune femme fantomatique était venue lui rendre visite et lui avait proposé, comme jeu tout à fait sympathique, d'enlever les 7 enfants et de les assassiner. Ouais, c'est emmerdant. Cette sympathique histoire confirme une fois de plus qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ainsi, au cours de leur reportage, des signes étranges apparaissent un peu partout dans la forêt. Les 3 cinéastes, qui au départ étaient sceptiques, finissent peu à peu par changer de bord. Plus ils s'enfoncent dans la forêt, plus ils se perdent, tant dans ce lieu qui paraît sans fin, que dans leurs esprits, torturés par l'angoisse et la perdition. Ces images sont troublantes. Il est indéniable que quelqu'un ou quelque chose les a suivis. Commençant par de simples bruits nocturnes, la chose s'est fait de plus en plus oppressante, terrifiante, sans même savoir si elle était réellement présente. Tas de pierres disposées durant la nuit autour de leur tente, bruits étranges, pleurs d'enfants et agressions nocturnes, la nuit devient un lieu d'incompréhension. Ce qui avant était perçu comme le repos par nos 3 cinéastes devient un moment de torture mentale, long et interminable. Josh finit par disparaître, laissant Heather et Mike seuls face à ce simple constat. Quelque chose les traque bel et bien et leur veut du mal. Durant la nuit, les cris effroyables, torturés et indescriptibles de leurs amis les empêchent de trouver le sommeil, les laissant impuissants, perdus et terrifiés face à ce qu'ils ne peuvent qu'entendre. Un colis les attend au matin, posant définitivement l'horreur de leur situation. Le reportage devient un témoignage. La vision de ce qu'ont traversé 3 cinéastes qui cherchaient simplement une vérité. Le colis, que l'on croit tout droit sorti de l'Italie mafieuse des années 30, contient un doigt, celui de Josh. Après plusieurs scènes de panique générale, dont un des gros plans sur des narines les plus emblématiques de l'histoire des gros plans sur des narines, Heather et Mike finissent par trouver une maison qui semble tout à fait charmante et accueillante. Les cris disparus de leur ami Josh les forcent à se rendre dans la maison d'un inconnu. Nous assistons ainsi à la violation d'une propriété privée, mais aussi au premier urbex qui tourne mal de l'histoire des urbex qui tournent mal. C'est ici que commence la séquence que nous avons décidé d'analyser. Et là, on vous conseille de vous accrocher, parce que cette séquence a clairement pour but de réveiller les plus endormis. Elle présente 3 minutes d'oppression, de stress et d'horreur. Mike et Heather finissent par rentrer dans la maison et cherchent désespérément la provenance des cris de leurs amis.
les deux malheureux sont fixés sur leur caméra. Elle leur donne l'impression d'être dans une fiction, de contrôler les événements qui sont devant leurs objectifs, de prendre une certaine distance par rapport à la réalité. En effet, Mike n'avait de cesse de se moquer de Heather, qui a pour manie de tout filmer, lui disant que la caméra lui permettait de fuir la réalité, de sortir des conflits que le groupe connaît. Pourtant, dans cette maison, même Mike a peur de la réalité et ne peut s'empêcher de filmer. Comme l'a dit Heather, la caméra représente le seul point d'accroche, d'espoir et d'arme contre la réalité, qui devient bien trop écrasante. Ils ont conscience que ces caméras vont être les derniers témoins de leur funeste destin. Ils ont pour projet de les utiliser comme des armes, figeant leur dernier instant, leur permettant de ne pas tomber dans l'oubli. Cette maison va être le climax, l'apogée de tous les éléments incompréhensibles, étranges et irréels que Josh et Heather ont eu à affronter. Cette maison ressemble étrangement à l'habitation de Rustin Parr, perdue dans la forêt de Black Hills, là où cet homme avait tué 7 enfants sous commandement de la sorcière de Blair. Les traces des mains d'enfants en sang, visibles quelques secondes contre un mur, semblent appuyer cette hypothèse. Mike et Heather comprennent peu à peu l'horreur de la réalité du lieu et de la légende. Ici, pas de xénomorphes ou de morts-vivants dévoreurs de chair. Nous voyons simplement ce qu'aucun homme ne voudrait subir. L'irréel, l'incompréhensible de la réalité. Tout comme les enfants de la légende, Mike se dirige vers la cave, où ils auraient été exécutés. La caméra couleur de Mike nous montre l'horreur de sa descente. Durant cette descente, nous voyons d'étranges symboles sur les murs que l'on ne peut pas décrypter, mais qui veulent clairement dire une chose. Quelque chose s'est trouvé dans cette maison, et s'y trouve peut-être toujours. Leur destin funeste nous apparaît peu à peu. Les éléments qui composaient la légende de Blair, et qui auparavant ne semblaient être que pure fiction, flirtent peu à peu avec la réalité. Quand Mike arrive enfin à la cave, l'action et la confusion semblent s'arrêter un instant, pour laisser place à un instant de contemplation. Il n'y a rien d'anormal dans cette cave, si vide. La caméra n'a pu protéger Mike. Le réel vient de violemment se faire abattre par le surnaturel. La caméra de Mike est la seule à être équipée de micros. Nous n'entendons donc les cris désespérés de Heather qu'à travers ce même micro, qui semble lointain, perdu. Grâce à la caméra de Heather, nous voyons qu'elle est seule, terrifiée à l'étage. Elle hurle, essayant de retrouver son ami que la confusion générale lui a fait perdre. La panique atteint son paroxysme. Heather sait définitivement que quelque chose est en train de se passer. Elle finit par emprunter le même passage que Mike, celui de la légende, la menant vers la cave, où elle a peur de ce qui pourrait s'y trouver. Heather hurle en découvrant Mike de dos face au mur, reconnaissant la configuration des enfants assassinés dans la maison, dos au mur, pour que l'assassin ne croise pas leur regard. Nous sommes tout comme Heather, terrifiés par la réalité que la légende vient de rattraper, et qu'elle ne peut plus fuir. Troublant, que vient-il de se passer? Impossible à dire. Malgré de nombreuses théories et de nombreuses enquêtes, personne ne sait et ne saura jamais ce qui est arrivé à ces 3 copains de vacances. Ces images sont terrorisantes, incompréhensibles. Elles sont les témoins de ce qui semblait être une légende, une rumeur, et qui est devenu si réel. Bon, on peut leur dire maintenant? Ok petit spectateur terrifié, tu peux arrêter de trembler. Si ces images t'ont procuré ce qu'on appelle couramment de la peur, de l'incompréhension et de la recherche de vérité, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, et on va tout expliquer. À sa sortie en 1999, ces images furent virales, et des millions de spectateurs se ruèrent au cinéma pour les voir. Tous en ressortirent le sang glacé, inquiets par la réalité et sa fragilité. Ainsi, ils mirent parfois plusieurs années à comprendre une chose. Tout cela est faux. L'histoire du film n'est que pure fiction, et vous venez, tout simplement, comme des millions de spectateurs en 1999, d'être manipulés par les images et leur promotion. Bon c'est bon, on peut passer aux choses sérieuses? Toute la puissance du film, et ce qui en fait un film culte, est sa capacité à nous faire croire que tout ce qui nous est raconté et ce que nous voyons est vrai.
Mais alors comment Blair Witch réussit-il à jouer avec brio avec la frontière qui divise la fiction de la réalité? Cette confusion, ce fictionnel rejoignant le réel, est assez simple à expliquer, une fois que le film est recontextualisé. En 1999, Internet connaît une véritable expansion, et c'est pas moins de 300 millions d'ordinateurs qui sont connectés à travers le monde. Le peuple a confiance en ce nouveau moyen d'information révolutionnaire. La boîte de production du film sut analyser et comprendre la puissance de manipulation que pouvait être cet outil moderne, qui intégrait peu à peu les foyers. Ainsi, de faux avis de recherche, de fausses enquêtes et de faux témoignages autour de Black Hills furent diffusés peu avant la sortie du film pour crédibiliser la véracité des images. Rajoutez à cela la simplicité des images que nous venons de vous présenter, et vous en arrivez à ce climax saisissant, qui s'est profondément ancré dans notre réel, que nous ne pouvons plus rationaliser. Cette manœuvre fait beaucoup penser au coup de génie de Orson Welles et de son émission radio en 1939. À l'époque, tout le monde vouait une confiance aveugle à la radio, qui était un moyen d'information nouveau et fascinant. Orson Welles profita de ce contexte pour créer une fausse émission annonçant l'arrivée massive de Martiens sur Terre. Du fait du réalisme saisissant de l'émission et de la confiance aveugle que les gens vouaient à la radio, ils furent effrayés par milliers, créant une vague de panique généralisée. Projet Blair Witch, en 1999, sut reprendre ce principe en se servant du réalisme des images et de la force d'Internet pour faire croire à la réalité de son film et effrayer son public. Ces deux exemples montrent la manière dont on peut se servir des outils d'une époque pour effrayer et manipuler la réalité. Dans ce film, l'irréel n'est que suggéré. Nous nous contentons d'imaginer des images terrifiantes que le film n'a fait que nous suggérer. Son tournage, son scénario, son imagerie se rapprochent avec une justesse parfaite de la réalité de notre monde. Ce film est bien loin d'être juste simpliste. Les acteurs étaient bien souvent dans l'improvisation totale, tenant une caméra et poursuivis par un réalisateur mettant en scène une diégèse simple, qui n'a rien d'irréel. Tout cela traduit la démarche de crédibilisation du film, qui a choisi de ne rien montrer et de tout laisser imaginer, pour rendre encore plus réelles les images qui nous sont montrées. La peur devient alors cet état paranoïaque, en face d'une situation qui nous effraie par son réalisme et par tout ce que notre cerveau imagine et ne peut expliquer. Ce qu'avaient déjà compris à la perfection les films suggestifs des années 40, mais ils ne le faisaient pas de cette manière. Rajoutez à cela des affiches, des sites, des légendes et les témoignages en début de film, et le film devient ce reportage morbide sur la mort de 3 jeunes cinéastes. Après ce film, nos maisons abandonnées, nos forêts, les sons et les visions incompréhensibles deviennent terrifiantes. Bien trop de personnes considèrent la fin de cette séquence, de ce climax, comme décevante par l'absence de monstration à l'écran. Mais ce que ni les suites, ni les préquels à ce film ont compris, c'est que son génie repose sur l'absence d'explication à la fin de ce dernier. C'est clairement pas eux ça. On n'a pas le temps de remballer. On bouge! La peur, ce phénomène naturel qui nous force à fuir. Alien, La Nuit des Morts Vivants, Projet Blair Witch, ces chefs-d'œuvre qui ont tous à leur manière parfaitement compris la peur et su s'en servir avec brio. On ne peut pas combattre les sentiments, et la peur en est un des plus puissants. À quoi bon les fuir? Tôt ou tard ils me rattraperont. Je les sens déjà, tellement proches. In the starlit nights I saw you, so cruel.